Mardi, économie, ça vous le savez. À quand une fiscalité de développement? C'est l'interrogation principale qui servira de menu, de socle au débat. Faire croiser. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Freddy Davant. Bonjour, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Vous le savez, eh bien, le calvaire pour les entreprises béninoises, c'est bel et bien la fiscalité. La fiscalité qui décourage eh bien, l'investissement dans un pays comme le nôtre. Alors, question essentielle, à quand une fiscalité de développement? Pour en débattre, deux invités sur ce plateau. Paulin Visson, il est président du groupe de travail secteur privé média. Bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. Ça va. Wilfried Monod, journaliste, directeur de publication du journal Économie Plus. Bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. Le Alors, plaisir Wilfried est Monod, partagé. vous êtes journaliste spécialisé dans les questions économiques. Quand vous prenez une entreprise béninoise, déjà sur ce plateau, on a eu à en parler. À l'heure du bilan, on a peut-être plus d'un bilan en tout cas. Il y a le bilan réel, il y a le bilan pour les services fiscaux, et également le bilan pour la banque. La banque. Alors, qu'est-ce qui explique cette diversion au niveau des bilans, par exemple? Merci Peggy, merci pour l'intérêt à ce sujet-là, la fiscalité. Et la fiscalité est un outil de développement. Et donc, quand on parle d'économie aujourd'hui, il faut quand même s'intéresser à la fiscalité. Alors, chez nous, on constate de mauvaises pratiques en la matière parce que les entreprises essayent d'exploiter beaucoup plus les failles des tests. Et ce qui fait que lorsque une entreprise doit présenter son bilan, il présente un bilan aux impôts parce qu'il veut minimiser ce qu'il va payer. Et il faut dire que souvent ce genre de bilan, ce type de bilan est toujours déficitaire. Généralement, pour quelqu'un qui fait par exemple un chiffre d'affaires de 3 milliards peut se retrouver à un chiffre d'affaires de 300 millions déclaré aux impôts pour que l'impôt a payé au lieu de 3 milliards est payé sur 300 millions. Vous voyez, donc il minore sa contribution au budget. Et lorsqu'il va à la banque parce qu'il a besoin d'accompagnement, il montre que sa situation financière est bonne et que la banque peut avoir confiance en elle. Donc à ce moment, l'entreprise propose ou dépose à la banque un bilan très positif, très confortable. Et lorsqu'il s'agit il faut apprécier maintenant l'exploitation et répartir les dividendes. Les actionnaires ont en face de le vrai bilan de l'entreprise. Et ce qui fait que nous avons cette disparité. Il faut reconnaître aussi il faut dire que les tests devaient être... cette situation devait être évitée avec la centrale de bilan qui est au niveau de la BCAO, qui devait normalement renseigner tout le monde en ayant le bilan qui est déposé au niveau des impôts, devait ventiler pour que lorsque vous envoyez un autre bilan à la banque saura que vous n'êtes pas en train de lui donner un bilan sincère et vous interpeller, ou en tout cas ne pas mettre les devises des pauvres populations dans votre entreprise pour que vous ne payiez pas après. Donc voilà un peu la situation, mais cela est dû au fait que nous avons une mauvaise appréciation des impôts. Les impôts, en fait, comme je dis tout à l'heure, ce sont des outils de développement. Lorsque nous voulons qu'on construise des routes, lorsqu'on veut qu'on construise des hôpitaux, des écoles, ce n'est pas forcément les dons qui vont continuer. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la crise mondiale, l'aide au développement est en train de s'amenuiser. Donc, nous devons beaucoup plus compter sur nos propres forces, donc sur la mobilisation des ressources intérieures, et c'est les impôts qui aident le gouvernement à atteindre cet objectif. Donc, tout le monde... Pourquoi ne pas augmenter la production? Pourquoi ne pas diversifier les sources de revenus au lieu d'aller tout simplement sur le terrain de la fiscalité? C'est plus facile, c'est ça? L'État n'a pas beaucoup de sources de financement. Il a généralement 3, d'accord? Ce sont les ressources internes qui sont fournies par les régies
à savoir la douane, les impôts, le trésor et la caisse d'amortissement, autonome d'amortissement. Après ces 4 régies, l'État a recours aux dons et aux prêts à taux concessionnel, ou la 3e voie pour l'État, c'est d'aller sur le marché financier, ce qu'on encourage aujourd'hui fortement pour que des ressources disponibles sur le marché financier soient mises à la disposition des États, surtout de l'UEMOA, à travers l'UEMOA-TIT. Alors, Paul Lévisseau, vous êtes juriste à la base. Vous en connaissez quand même un filon, on va dire, sur le plan de la fiscalité. Pourquoi pensez-vous que, pourquoi les entreprises ont si peur de la fiscalité? Écoutez, je voudrais remarquer que si M. Mounou n'était pas journaliste économique, il ferait un excellent agent des impôts, parce qu'il défend si bien, disons, l'utilité de l'impôt. C'est un patriote, tout simplement. Je ne dis pas le contraire. Mais ce que je voudrais faire constater, c'est que si vous avez un système, disons, une fiscalité qui est ce que nous avons là, eh bien, nous ne pouvons malheureusement que descendre, qu'atterrir sur la situation qu'il a décrite par la suite, à savoir que les chefs d'entreprise cherchent des voies de contournement. Et ces voies de contournement, malheureusement, créent des préjudices parce que on ne peut pas avoir une statistique claire et pouvoir prendre des décisions. Vous êtes obligé de jongler chaque fois. Et donc, je voudrais commencer mes propos ce matin en rappelant, n'est-ce pas, une certaine déclaration, une interview que Feu Richard Adjaro a accordée à vos confrères à un journal de la place. Il disait en 2008, exactement le 11 octobre 2008, eh bien, parlant du système, enfin, de la fiscalité béninoise, il dit ce système, il est incohérent, inéquitable, ambigu, avec une multitude d'impôts et de taxes à faible rendement. Alors, le secteur, il continue, quelques bribes, il dit, le secteur structuré est surtaxé. Voilà, nous sommes dans un système où ceux-là qui ont eu le courage de s'afficher, de se formaliser, eh bien, ils sont pompés. Et vous comprenez que soit ils n'auront plus envie d'être, comment dire, de se faire connaître. Et ça fait que il y a l'informel vraiment. Donc l'informel devient la règle. L'informel devient le système. Le système que nous avons renforce, et c'est véritablement un panier à crabe. C'est le serpent qui se mord la queue, tout simplement parce que puisque le système est compliqué, il y a une voix autorisée qui l'a dit, et si je voulais renforcer ces propos, pas ceux de M. Pascal Koupaki, qu'il a tenu en 2008, où il dit clairement l'état des lieux fiscaux tel qu'il ressort des concertations entre l'administration publique et les opérateurs économiques est sans appel. Le système fiscal béninois est trop lourd, complexe et inefficient. Il poursuit en disant le Code général des impôts comporte 1181 articles, compte non tenu des aménagements et adjonctions des dispositions apportées par les lois de finances successives. Il conclut en disant nos meilleurs praticiens ne parviennent pas toujours à lire entièrement cet arsenal avant la fin de leur carrière au sein de l'administration fiscale. Alors, lorsque vous avez cette situation-là, ça veut dire que le vin est dans le fruit. Ils n'arrivent pas à lire les 1181 articles. Ça, c'est le Code général des impôts. Mais chaque année, la loi des finances vient en rajouter à travers des aménagements ou certaines. Voilà. Donc, quand vous avez un système comme ça, nous allons peut-être prendre quelques exemples de situations où il y a beaucoup d'incongruités. Donc, oui, l'impôt, c'est une bonne chose parce que, comme dirait l'autre, l'État a des charges, il faut les couvrir, n'est-ce pas? Et ça se couvre. Les charges de l'État se couvrent notamment par les impôts. Mais lorsque vous avez un système qui est touffu, n'est-ce pas, il faut trouver des solutions pour pouvoir clarifier et encourager
n'est-ce pas, ceux-là qui ont pris la peine, qui ont eu le courage, parce qu'en fait, l'honnêteté de s'afficher, il ne faut pas trop les pressurer, il vaut mieux leur faire des propositions, n'est-ce pas, de manière à leur permettre de vivre, n'est-ce pas, de poursuivre leur activité, mais en même temps être tenté, amené à payer plus rapidement et plus spontanément les impôts. Vous savez, on parle souvent de la création, n'est-ce pas, disons des entreprises. Il y a beaucoup d'efforts. Les études de l'État ont démontré que pour créer une entreprise aujourd'hui au Bénin, en une journée ou 72 heures, bref, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais quel est le taux de mortalité de ces entreprises? Et ça, lorsque vous vérifiez, vous allez vous rendre compte que le taux est très élevé, notamment à cause, bien évidemment, de ce chapelet d'impôts qui vous accueille tout de suite dès que vous installez. Donc, je pense que si nous voulons aller, pour obtenir un secteur privé fort, il faut travailler sur ces points. Est-ce qu'il y a possibilité de réduire les grains de ce chapelet Bien, c'est une question de volonté politique. Si vous pensez que par le secteur privé, l'État va se développer, vous aurez beaucoup plus envie vous aurez beaucoup plus de prélèvements à faire. Il faut que les entreprises se formalisent. L'informel n'a jamais été une bonne chose pour un pays, parce que vous ne savez pas ce qui se passe sur ce marché-là. C'est comme un marché véritablement noir. Donc vous n'avez pas de statistiques, vous n'avez pas de données, donc vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Tous les projets que vous aurez de développement que vous aurez à élaborer sur de fausses statistiques, donc des statistiques biaisées, forcément vous aurez un résultat biaisé. Puisque vous n'avez pas la réalité des chiffres au départ, vous ne pouvez pas obtenir, vous ne pouvez pas prendre une bonne décision. Donc c'est une question préoccupante et il va falloir que sur le chapelet, les mots décrits par ces deux autorités quand même spécialistes de la question, eh bien, il faut pouvoir très rapidement mettre en place un comité là-dessus et trouver des solutions à chacun de ces problèmes. Sinon, nous allons prendre des dispositions pour créer les entreprises en 1 heure, si vous voulez même en 1 minute, mais elles vont disparaître le lendemain. Parce que leurs promoteurs sont étouffés par l'imposition. Alors, Wilfried Monod... Bon, à suivre pour l'investisseur, on dirait oui, mais je pense que ce n'est pas le cas. Et je ne veux pas me positionner aujourd'hui comme un ardent défenseur de l'administration des impôts. Mais je voudrais... le sujet m'intéresse parce qu'il faut que nous allions au civisme fiscal dans notre pays. Et je vais te démontrer pourquoi. Okay. Il a dit tout à l'heure qu'il y a une multitude... Définissez-nous ce civisme fiscal. Je viendrai à ça. Wilfried Monod, c'est sûr, on va aboutir à ce que vous dites là, mais sa chute m'intéresse. Beaucoup d'entreprises naissent, on peut créer les entreprises en quelques secondes, en quelques heures, mais beaucoup disparaissent, n'arrivent même pas à faire 3 mois, 6 mois. Déjà, à la première année d'exercice, sont obligés de mettre la clé sur le paillasson. Je vais répondre à votre question. Justement. Lorsque je vais finir de dire, réagir sur... Parce que vous appelez au civisme fiscal. Oui, vous appelez les entreprises à aller se déclarer elles-mêmes. Nécessairement. Voilà. Mais voilà la situation. Je vous explique. Oui. Il y a une kyrielle d'articles dans le Code général des impôts. Il y a une kyrielle d'impôts dans le Code général des impôts au Bénin. Mais toutes les entreprises ne sont pas soumises à tous les impôts. Exemple, je suis une entreprise dans le secteur des assurances. Je ne paye pas les impôts sur les produits pétroliers. Je paye la taxe sur les activités financières, la TUCA. Je suis dans les banques, je paie les impôts sur les activités financières, la TAF. Donc, c'est pas secteur. Donc, on ne peut pas dire parce qu'il y a 1000 impôts, une entreprise subit les 1000 impôts. Non. Il faudrait qu'on change cette perception qu'on a. Jusque-là, le problème n'est pas résolu. Mais combien d'entreprises arrivent à faire cette différence-là? Je vous l'explique. C'est pourquoi, dans chaque entreprise, il est demandé d'avoir ce qu'on appelle un petit comptable, ou tout au moins un aide comptable. Aujourd'hui, il y a les centres agréés de gestion, les CGA, qui peuvent accompagner les petites entreprises. Nous avons 2. C'est vrai que ces 2 centres de gestion sont basés à Cotonou et ils sont en train de s'efforcer à couvrir tout le Bénin en mettant des antennes de relais. Donc c'est pas encore une réalité. C'est une réalité, mais je pense que il manque de communication
à leur endroit et ils ne se font pas connaître, mais ils font beaucoup d'activités parce que jusqu'à l'année passée, ils n'avaient pas dans leur portefeuille 500 entreprises. Les deux CGA mis ensemble, ils n'avaient pas 500 entreprises. Mais et ils sont... Parce qu'ils sont... Je ne veux pas rentrer dans le truc là, mais avec le MCA, ils ont un programme qui les amène à aller vers les artisans et les petites entreprises pour les accompagner pour leur développement. Donc, pour comprendre les choses. Et mieux, lorsque vous avez aussi des allègements dans le paiement des impôts. Donc, il faut que les petites entreprises, les entreprises qui se créent, s'affilient à ces centres de gestion pour avoir le bon conseil. Parce que les CGA sont comme des experts comptables qui accompagnent les petites entreprises. Parce que les petites entreprises n'ont pas les moyens d'aller vers les cabinets d'expertise comptable. Donc, voilà un moyen pour que ces entreprises puissent vivre. Donc, je disais que la querelle d'impôts ne veut pas dire qu'une entreprise paye tous les impôts. Et maintenant, c'est vrai, nous avons un secteur formel qui n'est pas large. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'élargir cette assiette, cette base imposable au Bénin avec la TPS. Mais imaginez-vous que l'ingéniosité béninoise est dans les entreprises qui sont structurées, qui dépassent 50 millions, ferment l'entreprise et reviennent maintenant à une entreprise qui vient de démarrer pour se mettre à la TPS. Et dans ce pays-là, nous avons eu sous l'ancien régime, l'exonération des premiers exercices des entreprises. On avait dit 3 ans. Et lorsque vous faites 2 ans, vous fermez l'entreprise, vous créez une autre entreprise. Et c'est les mêmes personnes qui font dans les mêmes activités, mais ils changent les dénominations. Malgré les efforts qui sont en cours pour informatiser l'administration fiscale, beaucoup de gens échappent. Parce qu'on demande à ce que tout Béninois, toute entreprise ait son IFU. Combien d'entre a son IFU? Voilà des questions qui se posent. Moi, je l'ai. Vous l'avez, moi, je l'ai aussi. Et je suis certain que Vissa aussi là. Mais à partir de ce moment, il faudrait que nous amenions les Béninois à se mettre dans les rangs. Parce que lorsque vous exigez de l'État des actions, des droits, il faut que vous fassiez vos devoirs. Si on ne fait pas nos devoirs, on réclame des routes, on réclame des pistes, qu'on aménage les pistes. Alors que lorsque nous avons des revenus, parce que l'impôt est quoi? Ce n'est qu'un prélèvement, une pension sur les revenus. Normalement, même le maître d'études qui vient prendre les enfants à la maison doit pouvoir déclarer son revenu. Combien de Béninois déclarent son revenu? À partir de ce moment, à partir de ce moment, on ne peut que s'intéresser à ceux qui sont dans le secteur. Combien gagnent-ils comme revenu? Je dis, même si vous gagnez 20 000 francs. Pour le déclarer. Même si vous gagnez 20 000 francs. Moi, je gagne 20 000 francs, je vais déclarer pour que vous veniez encore en prendre dessus. nous y arriverons parce que si le système était bien fait, en fait, c'est des systèmes de déduction. Lorsque je prends la TVA, par exemple, qui est un impôt qui est supporté par le consommateur, vous et moi, mais ce n'est pas un impôt qui est supporté par une entreprise. Dans le secteur des GSM, c'est des milliards qu'ils collectent chaque mois. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont collecté des milliards pour le compte de l'État qu'ils vont dire non, je vais payer trop de milliards, l'État, ils vont retenir. Ce serait de l'escroquerie. Parce qu'ils nous auraient volé, nous, consommateurs qui avons payé de bon droit notre contribution au truc là. Mais eux autres, ils auraient encore trahi et volé l'État. Ils auraient escroqué l'État en ne reversant pas la TVA due à l'État. Mais dans cette entreprise, il y a la possibilité que sur tous leurs achats, il y ait la déduction des TVA supportées. Parce que ce n'est que la différence qui permet à l'État d'avoir le complément de TVA. Je finirai pour dire que le taux de pression fiscale au Bénin est inférieur au taux de convergence de l'UEMOA qui est de 20%. Et à partir de ce moment, le Bénin se trouve quand même dans la sous-région, parmi les pays qui sont bien lotis et qui travaillent énormément. Aujourd'hui, la déclaration de M. Koupaki est de 2010. Mais aujourd'hui, allez voir,
il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont compressé suffisamment d'impôts. Aujourd'hui, les impôts sont... Il y a eu même des abattements. Quand vous prenez par exemple le versement patronal, au lieu de 6%, c'est aujourd'hui de 4%. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais lorsqu'on réduit par exemple cette année, dans la loi de finances rectificative 2016, on a rendu les formalités d'enregistrement gratis. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire la formalité d'enregistrement, mais le droit que vous devez payer n'est plus à payer à taux zéro. Mais quand on suspend ces impôts, les charges de l'État n'ont pas été comprimées. Et donc, il faut que nous comprenions que nous devons contribuer à ces charges-là en payant. Maintenant, il y a eu une enquête Afrobaromètre qui dit que le Béninois n'est pas contre payer l'impôt. Le Béninois veut payer l'impôt. Mais le problème qui se pose et qui fait qu'il y ait une réticence, c'est l'usage que les gens font de cet impôt-là. C'est la gouvernance. Et lorsqu'il y aura une bonne gouvernance, une transparence totale, une communication claire et transparente sur l'usage qui est fait. Comment expliquez-vous par exemple que moi, on me demande d'aller payer ma facture à la SPE, j'arrive, il n'y a même pas de courant électrique pour que je puisse payer, alors que je suis sous la menace de coupure à la maison. Mieux, par exemple. Non, mieux, ils ont le courant, ils vous disent qu'il n'y a pas de connexion. Alors que nous avons le SAT3 et nous avons la CE. C'est dommage. Ce sont les incongruités dont on parle pour l'investissement. Je suis dans la réelle économie. Il a donné un exemple qui m'intéresse. Il dit, lorsque les entrepreneurs ou créateurs d'entreprises, ils sont à un montant de 50 millions, ils changent de dénomination, ils reprennent à zéro pour pouvoir en profiter. Mais lorsque le système vous êtes opprimé, n'est-ce pas, on cherche des voies de contournement. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne voudrais pas paraître comme celui qui encourage l'incivisme fiscal. Mais je suis en train de dire que les problèmes, il faut aller, je suis réaliste, il faut aller à la source. Je vous donne quelques incongruités encore, parce qu'il y en a tellement, on ne pourra pas faire le point. Vous savez, lorsque vous recrutez un employé aujourd'hui, vous payez, le VPS, 4%, n'est-ce pas, du salaire brut. Et à côté de ça, vous avez encore des charges sociales à hauteur de 16,4%, entre 16,4 et 19,4 sur le salaire brut. Quand même, c'est une incongruité. Je paye déjà. Non, attendez. Vous savez, vous ne pouvez pas vouloir une même chose sans contraire. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de l'UEMOA, le taux de pression fiscale qui serait dans les normes de l'UEMOA. Moi, j'ai ma position personnelle sur l'UEMOA. Si j'avais un certain pouvoir, je demanderais que le bénéfice de l'UEMOA, parce que c'est un machin, cette affaire-là. On va y revenir peut-être. Vous savez, il faut qu'on soit réaliste. Lorsque vous voulez que les entreprises se créent, qu'elles embauchent, eh bien, vous ne pouvez pas avoir des incongruités de ce genre. Comment est-ce qu'un employé, quelqu'un que je recrute, à qui je paye un salaire, je dois encore payer un VPS à l'État, je paye encore des charges de ce montant. Ça fait que, par exemple, vous recrutez la compétence au niveau de la diaspora, c'est un véritable problème. Parce que les gens de la diaspora, oui, ils travaillent dans un système beaucoup plus organisé. Ils ont une certaine expertise. Mais lorsque vous recrutez un cadre de la diaspora qui est peut-être qui travaille dans une banque ou dans un hôtel 4 ou 5 étoiles européen, il vient ici, il faut quand même lui donner le minimum. Donc au moins 1 à 2 millions le mois comme salaire. Et là, c'est le minimum que vous puissiez lui donner pour lui permettre quand même d'avoir un train de vie décent, parce qu'il n'était pas habitué au jonglage à la béninoise. Donc 2 millions comme salaire brut, plus tout ce que je vais d'annoncer là, ça fait que on n'a pas envie, on ne peut pas faire appel, on ne peut pas utiliser la main-d'œuvre, disons, expatriée. Donc, c'est compliqué. Pourquoi recourir à la main-d'œuvre de la diaspora alors que nous en avons quand même? Non, qu'on le veuille ou non, moi je suis le chef d'entreprise,
je ne suis pas un philanthrope. Quand je crée mon entreprise, je veux gagner de l'argent. Donc, je fais appel aux compétences qui me permettront, n'est-ce pas, d'aller vite. Je ne suis pas l'État, c'est le rôle de l'État que de former les cadres, que de pouvoir les mettre au pas. Moi, je ne suis pas là. Je veux utiliser le meilleur des compétences pour pouvoir atteindre mon objectif, à savoir gagner de l'argent. Le chef d'entreprise n'est pas un philanthrope. Donc, lorsque vous avez ces contraintes-là, lui, il est limité. La conséquence, c'est que les entreprises ne sont pas performantes. Je dis dans le secteur hôtellerie aujourd'hui, vous avez une grande difficulté à avoir une bonne main-d'œuvre. C'est horrible ce qui se passe. Tant que ça? Je vous assure, j'ai un certain nombre que je conseille au plan administration et RH. Ce que je vois, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas investir des milliards et vous mettre encore à former des gens à l'intérieur. C'est compliqué pour le chef d'entreprise. Quel est le problème qui se pose à ce niveau? Le problème, c'est le défaut disons, d'une main-d'œuvre de qualité. Et l'autre chose, il y a une directive de l'UOMOA qui a dit clairement que, parlant de l'UOMOA, c'est une des raisons pour lesquelles j'estime qu'il faut sortir de cette affaire-là, une directive qui recommande aux pays membres, n'est-ce pas, de fixer le taux, la TVA pour le secteur hôtellerie et restauration entre 5 à 10%. Mais le Bénin est toujours à 18%. Le Bénin est toujours à 18%. C'est vrai, on me dira, c'est une directive, ce n'est pas un règlement, mais si pas une injonction. C'est le règlement qui est obligatoire à une force légale, donc les États ne sont pas obligés d'appliquer une directive. Mais si vous n'êtes pas, pourquoi prendre une décision lorsque vous n'êtes pas obligé? Mais pourquoi les hôteliers, pourquoi les opérateurs hôteliers ne se battent pas pour ramener ce taux-là? Parce que quand même c'est une directive de l'UOMOA, ça veut dire que c'est quand même important. Non, c'est-à-dire que l'UOMOA, c'est un creuset où les gens ne se disent pas la vérité. On a fait ce débat ici la dernière fois. C'est comme dans un mariage où tout le monde se trompe, quoi. Je sais qu'elle me trompe, et elle sait aussi que je la trompe. Donc, c'est une relation où on ne se dit pas la vérité. Voyez-vous? Wilfred Monod veut réagir par rapport. Non, pas caricaturer. Je suis plus sérieusement. Je pense que aujourd'hui, les problèmes qui sont autour, que pose la fiscalité au Bénin, il faut pouvoir les régler. Si on veut que nous ayons une assiette fiscale plus large, eh bien, il faut pouvoir encourager, n'est-ce pas, ceux-là qui payent ceux qui font l'effort de ce pays. En quoi faisant? En réduisant le taux. Parce que lorsque vous réduisez le taux, eh bien, vous allez rattraper sur le volume. Vous allez donner beaucoup plus envie aux gens d'avoir spontanément envie de payer. Le Nigeria, sa TVA à 5%, nous on est à 18% parce on dit, le mois, il faut des normes. Mais, attends, il faut qu'on soit réaliste quand même. Il faut qu'on soit réaliste, qu'on voit où sont nos intérêts. Moi, j'aime être pragmatique. Il y a des problèmes, il faut régler. Sinon, tant que vous n'allez pas les régler, les solutions de contournement, nous sommes tellement intelligents pour les trouver. Wilfred Monod sur la question. Oui, en fait, je voudrais bien dire à mon ami Vissot que le Bénin ne peut pas faire cavalier seul. Et donc... non, il demande à ce que le Bénin tourne dos à lui et moi. Aille avec le Nigeria. Même le Nigeria avec nous dans la CEDEAO. Donc, nous avons, depuis 1994, voulu que cette union monétaire soit une union économique. Et il y a toute une démarche pour qu'il y ait une intégration de cette économie de près de 300 millions d'habitants. Et je voudrais dire que lorsque M. Vissot estime que lorsqu'on paye un salaire élevé, qu'on ne devrait pas encore payer un impôt. Autrement dit, le versement patronal sur salaire. Plus les charges sociales. Les trois plus les charges sociales sont déductibles. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez produit 1 million de chiffre d'affaires et que vous avez supporté 600 millions ou 800 millions de charges, vous déduisez ça pour avoir ce qu'on appelle le résultat imposable. Donc, l'impôt sur salaire à la charge de l'employeur, donc le versement patronal sur salaire, est déductible au même titre que le salaire et au même titre que les charges sociales versées à l'employé. L'employé lui-même supporte son impôt sur revenu de personnes physiques, l'IRPP, sur traitement et salaire.
et donc n'est pas à la charge de l'entreprise. Il cotise pour la Caisse nationale de sécurité sociale, donc qui n'est pas pour l'entreprise. Donc, c'est tellement bien fait que je dis c'est déductible. Lorsque l'impôt est déductible, elle ne pose pas. Au finish, l'entreprise, de tous les impôts qui sont déductibles, l'entreprise ne supporte que l'impôt sur le résultat. Est-ce que vous savez que ces taxes ou impôts renforcent ou retardent quelque peu la déclaration de certains employés dans certaines structures? Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit, nous sommes dans un... C'est le serpent qui se mord la queue. C'est nous. Ce n'est pas les Togolais qui viendront payer les impôts pour construire le Bénin. Et lorsqu'un Béninois ne paye pas ses impôts, il se fait du tort. Et c'est ça. Mais quand il va être malade, il va demander que les médicaments soient disponibles, que les infirmiers soient là. Mais quand il n'aura pas... Parce qu'il y a des zones, n'oubliez pas, où on a construit des centres hospitaliers, mais on n'a pas de personnes à mettre dedans. Parce qu'on a voulu que cette gestion-là soit au niveau décentralisé, mais les communes n'ayant pas les moyens pour recruter, voilà. Or, c'est en payant les impôts qu'on aurait plus de ressources pour payer. En termes plus simples. N'oubliez pas que c'est nous qui payons le salaire des fonctionnaires. C'est pourquoi il faut être exigeant vis-à-vis de lorsque vous allez pour demander des services, il faut être exigeant. Nous sommes clients et arrivé là, nous avons payé des impôts, c'est nous qui payons leur salaire. Nous devons être exigeants pour que le service soit de qualité au niveau des services publics. Et donc, moi, je voudrais que les Béninois comprennent que les impôts ne sont pas là pour les pressurer. Et ils ont encore deux possibilités. Lorsque on vous impose, on vous envoie une injonction à payer et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez saisir le ministre des Finances qui va répercuter cela au niveau du directeur des impôts. Est-ce qu'ils peuvent ne pas être d'accord? Ils peuvent ne pas être d'accord. Il se peut que pour le calcul soit mal fait. Il y a eu une redondance ou un double emploi quelque part qui a fait qu'on n'a pas su que vous avez payé entre-temps. Et ça, il y a des contrôles qui passent dans les entreprises pour voir. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord sur une méthode utilisée, l'administration, vous vous adressez à la direction de la législation et du contentieux qui étudie et vous donne raison ou pas. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous avez encore la possibilité de saisir le temps de cette étude, c'est que votre structure est fermée. Vous avez la banderole au mur. Non, vous avez... Fermée pour non-paiement d'impôts. Non, bon, ça c'était un moyen de pression que les impôts utilisaient par le passé. Je crois que ce moyen-là a été suspendu. Non, je veux bien croire que il y a un certain nombre d'actions suspendues comme il le dit. Mais la réalité, elle est autre chose. La dernière fois, j'ai eu un parent qui a pris à bail un local. Elle est locataire. Mais il se fait que le propriétaire de la maison n'avait pas payé ses impôts. L'impôt sur... l'impôt foncier. On vient, on bloque, on ferme non seulement l'entrée principale, mais on ferme tous ceux qui avaient loué des boutiques chez le propriétaire. Mais quand elle m'a informé, j'étais surpris et choqué. Je dis, mais elle avait la mesure. Est-ce que vous êtes au point, madame? Moi, je n'ai rien. J'ai payé ce que je dois, la pentane, tout ce que je devais payer, je l'ai payé. Mais parce que le propriétaire doit de l'argent, n'a pas payé, ce n'est pas en règle vis-à-vis des impôts, on vient nous empêcher, nous autres, qui avons notre business à côté. Donc, je pense que l'État ne peut pas vouloir une même chose et son contraire. Si vous voulez avoir un secteur privé fort, il faut éviter ces genres de bêtises. Moi, j'appelle ça bêtise. Sinon, celui qui doit l'impôt, vous devez pouvoir l'identifier et le sanctionner. Et non aller créer des dégâts collatéraux à du paisibles citoyens qui ne veulent, qui ne cherchent qu'à exercer leur activité. Merci. Donc, je voudrais que, puisque vous défendez si bien, disons, l'administration fiscale ce matin, je voudrais que vous puissiez leur dire qu'il faut qu'ils soient plus humains, n'est-ce pas? Oui, et qu'ils encouragent. C'est déjà le message vous-même. Absolument. Il faut, je l'ai dit, et je sais certainement qu'il les connaît mieux que moi, je voudrais qu'il puisse le renforcer. Il faut une certaine logique dans ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas, disons, encourager que les gens créent des entreprises, mais en même temps,
Et les étouffer poser après. encore, de mettre encore des freins à l'épanouissement. Si vous le faites, ça va développer l'informel. Et l'informel, c'est une gangrène. Je suis contre l'informel parce qu'il faut que nous puissions avoir une idée très claire sur qui fait quoi et pour avoir de bons projets de développement. Parce que ce qui se passe là, nous sommes assis comme sur des œufs pourris en termes de statistiques ou économiques. Merci. Nous n'avons pas la réalité des choses. Merci pour l'invitation. Merci à vous. C'était le débat. À quand la fiscalité de développement? Je crois à la sortie de ce débat, c'est maintenant, et il urge vraiment que chaque Béninois comprenne qu'il faut payer son impôt pour permettre à l'État, bien évidemment, d'avoir les moyens de construire les routes, de construire les hôpitaux, de les équiper, d'offrir des soins de qualité. Mais également, au niveau de la fiscalité, il faut qu'il y ait un visage plus humain. Il faut appeler les entreprises à se déclarer, donc en mettant en place un système efficient qui permette réellement d'inciter les entreprises à être civistes, à être civiques, à aller déclarer elles-mêmes leurs leurs revenus, ce sur quoi ils devront être imposés. Voilà l'essentiel à retenir pour le débat de ce matin.